C'est quoi la vision à long terme? On va où en fait? Où voulez-vous emmener le pays? Ils en savent rien. Le mouvement des Gilets jaunes, il est le premier signe annonciateur du retour de la lutte des classes en France. Et c'est parce qu'il y a vraiment, pour moi, une trahison de la haute fonction publique. Soit l'Union européenne se remet en question, soit ça éclatera. On n'a aucune stratégie économique, on ne sait pas où on va. On prétend donner des leçons à la terre entière alors qu'on est devenu des cancres dans tous les domaines. Si en fait, petit à petit, l'Union européenne sait faire subir le même sort à tous les pays que celui qu'on a fait subir à la Grèce, ça va mal se terminer l'histoire. Je pense que les gens vont être très déçus parce que, en fait, quand on connaît le sujet et qu'on a regardé, le Rassemblement national a déjà trahi. Et le problème, c'est que c'est les médias qui choisissent les personnes qui sont en capacité d'aller aux grandes élections nationales. Bonjour François Boulot. Bonjour Théodore. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu sur quoi tu travailles en ce moment? Oui, bien sûr. Je m'appelle François Boulot. J'ai été avocat pendant 12-13 ans au barreau de Rouen. J'ai été l'un des porte-parole du mouvement des Gilets jaunes à Rouen, et c'est comme ça que je me suis fait connaître du grand public à l'époque. Et justement, sur quoi je travaille actuellement, j'ai abandonné ma profession d'avocat et je dirais le confort matériel qui était associé, dont je bénéficiais forcément, pour me consacrer à un projet politique. Parce que je suis atterré, consterné par la situation politique actuelle de notre pays, et que je constate que chacun est dans son couloir et que on n'arrivera pas à changer de dynamique, de trajectoire si on continue comme ça. Et sauf que la trajectoire, je crois qu'elle est assez inquiétante à bien des égards, et je pense qu'on court à la catastrophe si on persiste dans nos erreurs. Alors j'ai lancé là le projet Praxis. Alors pour l'instant, c'est simplement une campagne de financement qu'on a lancée sur Ulule, qui se termine le 17 novembre. Donc je profite là de l'entretien pour appeler les gens qui seraient convaincus par le projet dont on va parler notamment à contribuer. L'idée, c'est quoi? C'est de partir du constat qu'en fait, tout notre système politique, il est organisé autour de l'élection. C'est l'alpha et l'oméga qui concentre toute notre attention. Et l'élection, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une compétition finalement qui produit en fait l'émergence de partis politiques par nature, parce que ces organisations-là sont celles qui vont concourir à l'élection et donc qui vont mener une compétition pour essayer de la gagner. Et forcément ça met l'accent sur la division, par définition, parce que chaque parti politique a intérêt à dire c'est moi qui ai les meilleures idées, c'est moi qui ai le meilleur programme, ce que propose mon concurrent, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est dangereux, etc. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est dans le cas où le débat vole plutôt haut. On a vu que au fil des années, le débat il s'est plutôt dégradé et qu'on est carrément arrivé sur des coups en dessous de la ceinture, des polémiques, des attaques personnelles. Bon. Et donc tout ça produit un espèce de brouhaha ambiant où aujourd'hui, en fait, les gens savent plus forcément où donner de la tête. On vote un peu parce qu'on s'identifie à tel ou tel candidat, c'est-à-dire que le processus d'élection maintenant il est très personnalisé. On vote pour telle ou telle personnalité. Bon, et tout ça a fini par produire 3 blocs politiques dans la société française qui sont aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale. Donc on a le bloc de gauche, le bloc central et puis le bloc de droite dominé par le Rassemblement national. Et donc aujourd'hui on est arrivé carrément à une forme de paralysie institutionnelle, en tout cas d'instabilité gouvernementale, et il n'est pas dit que dans les années à venir on reste pas un peu englué dans cette situation. Et toujours est-il que le débat est stérile, et en fait c'est pour ça que le projet de Praxis, c'est d'essayer de sortir de cette dynamique-là en disant en fait le débat public se concentre sur nos désaccords, et on n'a aucun endroit pour essayer de faire émerger ce qui fait consensus, c'est-à-dire ce qui nous met tous d'accord au sein de la société. Et ça veut dire c'est ce que pense le peuple. Et pourtant, il y a plein d'idées sur lesquelles on est tous d'accord, ou quasiment tous d'accord. Je prends quelques exemples juste pour que ça frappe les gens, en fait. Ils se disent, mais oui, c'est vrai, on est d'accord là-dessus. Alors, on prend en compte le vote blanc dans les suffrages exprimés. J'ai toujours vu que tout le monde était d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Ouais. Organiser une transparence totale sur les dépenses des élus. Tout le monde est d'accord. Mettre en place le casier vierge pour les élus. Alors, avec la précision que ce serait pour les infractions qui portent atteinte à la probité, enfin, voilà, pour que ce soit techniquement applicable.
tout le monde est d'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui a détourné des fonds publics, qui a volé de l'argent, etc. Évidemment, il peut pas se présenter à des élections. Il peut plus être détenteur d'un mandat de représentation politique. Ça paraît évident. Renationaliser les autoroutes. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour dire que la nationalisation des autoroutes, ça a été un scandale, c'était notre propriété, que c'était un bien public. Il faudrait renationaliser. Bon. J'ai oublié à chaque fois, mais je le cite, moi je serais pour interdire de manière absolue et catégorique le pantouflage des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire la possibilité pour les hauts fonctionnaires, qui sont très grassement payés, très généreusement payés par l'État français, de pouvoir aller travailler, quand ils le souhaitent, dans un grand groupe privé français, ou étranger d'ailleurs. Non, en fait, vous êtes chargé en tant que haut fonctionnaire de défendre l'intérêt national et de réguler, de contrôler justement ces grandes entreprises. Donc évidemment, il y a conflit d'intérêts si au cours de votre carrière, vous pouvez aller travailler pour ces entreprises. Ça c'est ce qu'on appelle le pantouflage. Je pense qu'il faudrait l'interdire totalement. Je pense qu'honnêtement, cette mesure-là, à mon avis, elle fait aussi consensus dans la société. C'est-à-dire, les enseignants, ils sont des fonctionnaires, ils sont enseignants toute leur vie. Ils vont pas travailler à un moment donné chez Dassault, Thales, LVMH, voilà. Bon, donc voilà, en fait, il y a tout un tas de mesures comme ça qui sont pas des petites mesurettes. On voit que ça touche quand même à des questions très importantes sur lesquelles on est tous d'accord. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est de les faire émerger. Et donc Praxis, ce serait de créer une plateforme de vote en ligne, notamment, pour pouvoir voter et faire émerger ces consensus. Et on considérerait qu'il y a consensus quand il y a au moins 75% de personnes qui votent pour telle ou telle mesure. En dessous, on considère que ça divise. Ok, il peut y avoir une majorité qui se dégage à 55 ou 60%, mais si c'est ça, ça veut dire qu'on n'est pas dans le consensus. On est encore dans de la division, et donc on va dire que ça restera la chose des partis, et donc ce sera tranché aux élections, on connaît. Mais dès lors qu'on atteindrait au moins 75% de votes favorables, alors on est dans le consensus, et là, on serait légitime, avec ce projet-là, à aller voir les pouvoirs publics, à aller dans les médias, et à dire, attendez là, vous vous écharpez lors des élections, vous vous écharpez pour voter des lois, etc., vous n'êtes pas d'accord. Nous, là, on a fait le travail, on est tous d'accord, dans le peuple français, pour faire passer telle et telle mesure. Donc, là, on se fiche de savoir s'il y a un gouvernement, s'il n'y en a pas, qui est la force majoritaire à l'Assemblée ou pas. On vous demande de voter toutes ces mesures qui font consensus. Vous votez tout ça, et après, vous pourrez reprendre vos discussions sur ce qui nous divise. Pas de problème. En attendant, vous votez ça. Et donc, de cette manière-là, au moins, on fait avancer les choses. Enfin. C'est-à-dire qu'il y a des débats, et puis on arrive à extraire ce qui nous met tous d'accord, on le passe au vote, et puis après, pour ce qui nous divise, on continue la discussion, parce qu'en démocratie, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, pour que le projet marche, évidemment, il faudra que la plateforme soit la plus représentative possible, donc il faut des gens venus de tous horizons, et puis il faudra qu'on soit le plus nombreux possible. Et donc c'est pour ça qu'on adosse la plateforme de vote en ligne à un média citoyen, un média indépendant, parce que ça va permettre de créer une synergie entre la plateforme et le média, pour pouvoir créer des contenus, pour rentrer en interaction avec les gens, pour savoir ce que pensent les gens, et puis pour faire connaître la plateforme. Parce que bien souvent, l'un des écueils en fait des initiatives qu'on déjà pu avoir, d'initiatives démocratiques comme ça, sur des plateformes de vote, c'est que le problème, c'est que c'était qu'une plateforme de vote. Alors ça restait une initiative de niche, parce qu'en fait, les gens n'étaient pas forcément au courant. Alors qu'avec un média, au fil du temps, on va pouvoir faire connaître la plateforme au plus grand nombre. Et le but, très clairement, c'est qu'à la fin, il y ait une application sur son téléphone et il y aura toutes les semaines une question qui sera passée au vote. On télécharge l'application, on s'inscrit en 3 minutes. On en a pour 30 secondes pour voter. On peut passer plus de temps si on veut vraiment creuser un peu la question. On aura les ressources disponibles d'informations sur la plateforme. Et puis on vote. Donc c'est extrêmement simple et on n'est pas pris sous la pression de se dire oui, mais de quel côté ça va pencher. Non, parce qu'en fait, comme on ne défendra que ce qui fait consensus, c'est vraiment quand il y a une écrasante majorité qui se dégage qu'alors on portera ces mesures-là. Et pour le reste, on continuera le débat. Bon, voilà, c'est ça l'idée de Praxis. Bravo. On partage la même conviction que la politisation maximale des gens est la seule issue pour améliorer notre sort commun en fait. Il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes pour améliorer notre sort commun. Personne ne le fera pour nous et ça peut être en tout cas c'est vrai que si des consensus existent dans la société,
c'est bien de les connaître. C'est bien d'avoir une plateforme qui permet de les connaître. Oui, alors ce que tu dis là, ça me fait penser à une chose très importante, c'est que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes qui ont émergé, notamment, par exemple, autour du référendum d'initiative citoyenne, ou les ateliers constituants. Bref, à chaque fois des choses pour essayer de faire en sorte que les gens aient plus de pouvoir, que les citoyens reprennent en main la démocratie. Bon. Simplement, on voit bien, notamment au moment des Gilets jaunes, que le référendum d'initiative citoyenne, c'est une revendication qui a été portée extrêmement clairement et qu'elle a été refusée explicitement par Emmanuel Macron. Et en fait, il faut bien comprendre évidemment que le pouvoir politique, qui est largement, je dirais, dans la main des puissances de l'argent, des puissances du capital, il n'a aucun intérêt à donner le pouvoir aux citoyens. Donc, je veux dire, le pouvoir, ça sert à rien de le demander au pouvoir public. Ils ne le donneront pas. Il faut l'instituer par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait, le pari de Praxis, c'est de devenir une force, et on crée une force par le nombre. En fait, la seule arme qu'on ait dans le peuple, c'est de s'unir et de faire le nombre. C'est la seule chose qu'on puisse créer pour peser politiquement. Et l'idée, c'est que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on ait réussi à être des millions sur la plateforme, qu'on soit devenu tellement nombreux que on ne puisse plus faire sans nous et sans cet outil-là, et donc sans ce pouvoir d'intervention directe du peuple dans la démocratie, et que dans 20 ou 30 ans, ce soit consacré comme une institution à part entière, qu'il y ait des règles qui définissent le fonctionnement de cette institution dans la Constitution, et qu'on se dise finalement, mais comment on a fait avant ça pour croire qu'on était en démocratie alors qu'on n'avait pas cette institution-là, qui était l'institution qui rééquilibrait en quelque sorte un peu tous les autres pouvoirs, qui s'étaient largement autonomisés et qui s'étaient largement mis au service justement des puissances d'argent du grand capital. Bon, c'est un peu ça le rêve un peu fou, je l'accorde, de Praxis, mais c'est d'unir les gens, créer le nombre, faire nombre en étant unis, et pour créer une véritable institution à part entière pour peser politiquement. Une chambre du peuple. Oui, c'est ça. On peut appeler ça comme ça. Une chambre qui n'existe pas aujourd'hui, créons la chambre du peuple, voilà, qui pourra s'exprimer directement, et on ira défendre des consensus et mettre des stops quand les politiques, prennent des mesures qui vont manifestement à l'encontre des intérêts des citoyens. La privatisation des autoroutes, mais il y avait eu aussi la privatisation de l'aéroport de Paris, la privatisation de la Française des Jeux. Bref, toutes ces lois, toutes ces mesures qui manifestement vont à l'encontre de l'intérêt de la nation et des Français, tout simplement. Ça a déjà existé dans l'histoire institutionnelle dans le monde, parce qu'en France, moi je vois pas, mais j'ai beaucoup de trous dans la raquette. Mais dans le monde, t'as déjà une idée de chambre du peuple comme ça, un organe de démocratie directe? Non, j'ai pas de référence. Tout simplement parce que je pense que l'idée qu'on porte, elle est assez nouvelle, parce que elle s'appuie sur la technologie d'aujourd'hui. Et en fait, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on est en capacité de créer cette plateforme-là. Ce qui n'était même pas le cas, a priori, il y a encore quelques années. C'est-à-dire, il y a 4-5 ans, on travaille déjà avec les développeurs pour construire la plateforme. Et ils me disent qu'effectivement, aujourd'hui, on a les outils, on a les ressources pour faire quelque chose, qui est possible de faire sans investir des milliards, en fait. Voilà. Alors qu'il y a quelques années, il aurait fallu vraiment des moyens absolument colossaux pour pouvoir construire cet outil-là. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas encore eu de vraiment, en tout cas, d'initiatives de cette nature, en tout cas, qui ont eu un écho suffisant, qui ont eu un impact suffisant. C'est un moment historique. Le moment historique, ce sera quand on aura réussi. Ouais. En tout cas, c'est peut-être le début de quelque chose d'historique. Mais ça, c'est le temps qui le dira. Moi, à mon échelle personnelle, je fais ce qui me semble utile. Voilà. Ce qui compte, comme je dis souvent, c'est que je meurs la conscience tranquille, avec le sentiment que j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Voilà. Et en la matière, je suis un peu stoïcien. C'est-à-dire que je fais je me concentre sur ce qui dépend de moi. Puis tout le reste qui ne dépend pas de moi, voilà, advienne que pourra. Donc, moi, je vais faire le maximum avec l'équipe qu'on compose déjà au sein de Praxis. On fera le maximum. Après, la réussite, elle dépendra aussi des gens. Tout seul, on pourra pas faire nombre, et on pourra pas devenir une institution, et on pourra pas reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir en faveur du peuple, ça nécessite que tout le monde, à un moment donné, mette les mains dans le cambouis. Maintenant, je pense, et on va y venir, mais que les circonstances historiques
vont nous amener à ça. Parce que je pense qu'on vit la fin de la parenthèse enchantée qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, qui s'est ouverte avec les Trente Glorieuses. Et là, on voit bien que notre pays il est en déclin, que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. On sent bien tous que le fond de l'air, quand même, il sent pas très bon et qu'on vit une fin de cycle. Et généralement, les fins de cycle, elles sont marquées par des catastrophes collectives. Bon, je veux pas être catastrophiste, mais je pense qu'on se dirige quand même vers ça. Et donc, de là naissent, de ces périodes-là, de grande instabilité, naissent des périodes tout à fait mortifères, liberticides, autoritaires, arbitraires, ou au contraire, des périodes de renouveau où on arrive en fait à revenir vers, je dirais, les principes d'égalité, de liberté et en gros d'élévation de la condition humaine. Voilà. Je crois que c'est de toute façon l'objectif de tout idéaliste raisonnable. L'émancipation. Élever la condition humaine. Comment est-ce que tu présenterais la situation française à un ami étranger, par exemple ? Je lui dirais que la France, ça a été un des plus grands pays du monde, de par sa puissance économique, mais aussi son rayonnement culturel, que pendant les Trente Glorieuses, donc l'après-guerre, on était encore ce grand pays prospère, qui rayonnait culturellement, qui était écouté, qui, je veux dire, avait ses lettres de noblesse dans le cinéma, dans la littérature, voilà, avec des grands intellectuels, des grands écrivains, des grands cinéastes. Enfin, on inspirait le monde. Et malheureusement, depuis la fin des années 70, on a connu un déclin qui s'est amorcé à ce moment-là. Je pense tout simplement qu'on s'est malheureusement, comme trop souvent dans l'histoire, reposé sur nos acquis. C'est-à-dire qu'après une période d'une catastrophe, il y a une élite qui émerge, comme ça avait été le cas après la Seconde Guerre mondiale, et puis après les générations suivantes ne sont pas forcément au niveau. Et donc ce qu'on a vu, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé le néolibéralisme au début des années 80, alors sous l'inspiration de Reagan aux États-Unis, Thatcher au Royaume-Uni. Et nous, en France, ça a été consacré dans le cadre de la construction européenne. Et en fait, on a pris des décisions qui ont largement accompagné la mondialisation et la création de structures économiques au service du grand capital. Et ça s'est accéléré avec la chute de l'URSS, puisqu'à défaut de modèle alternatif communiste, je dirais le capitalisme était triomphant, il avait le monopole. Et donc, le rapport de force entre les classes dominantes et les classes moyennes et classes populaires, c'est totalement déséquilibré en faveur des classes dominantes, donc de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Et donc, la France a commencé à stagner. C'est les années 90, début des années 2000, grosso modo. Et puis, je pense que depuis la crise de 2008, l'Union européenne a décroché par rapport aux États-Unis, et la France en particulier. Et en fait, ce qu'on vit là actuellement, c'est une période assez triste, parce qu'on a un peuple un peu résigné, un peu désespéré. On est les champions, ou pas loin en tout cas, dans la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Bref, on va pas bien, et on a des raisons de pas aller bien, parce qu'on vit à une baisse du niveau de vie. Alors, baisse du niveau de vie qui est largement masquée par les statistiques de l'INSEE, qui sont pas tout à fait fidèles ou sincères, notamment on peut parler de sa manière de mesurer l'inflation, ou avec ce qu'on appelle le coefficient qualité. En gros, on vient nous expliquer qu'un iPhone qu'on va acheter 800 €, ah oui, mais en fait, on va pas compter 800 € parce que cet iPhone, quand même, il est beaucoup plus performant que celui que vous achetiez il y a 2 ou 3 ans. Donc, on va appliquer un coefficient qualité en disant, du coup, quand vous avez beaucoup plus de fonctionnalités avec cet iPhone, en fait, il coûte que 400 €. Voilà. Bah oui, mais sauf qu'en fait, moi, j'ai bien payé 800, donc mon coût dans mon portefeuille, c'est bien moins 800 €. Bon, mais l'INSEE va pas calculer comme ça. Et donc, par tout un tas comme ça de méthodes qui sont discutables, en tout cas qu'il faudrait pouvoir discuter, je pense que le coût de la vie, il est largement sous-estimé. Et on a un indicateur comme ça qui peut pas être manipulé, qui est assez révélateur, c'est la remontée du taux de mortalité infantile. C'est-à-dire que ça fait quelques temps maintenant que le taux de mortalité infantile, il remonte en France. C'est léger encore pour l'instant, mais c'est là.
Et je veux dire, c'est sur cet indicateur-là qu'Emmanuel Todd avait pu prédire la chute de l'URSS quand il était jeune. Son indicateur fétiche. Et voilà, c'est son indicateur fétiche parce qu'il explique que cet indicateur-là, évidemment, on ne peut pas trafiquer le nombre de morts, donc il est incontestable, et il est très révélateur de la bonne santé ou non d'une société. Alors, sa capacité à prendre en charge, à prendre soin des nouveau-nés, et des bébés, c'est très révélateur de la bonne santé du fonctionnement d'une société. Et donc, nous, cette remontée-là, elle est, à mon avis, révélatrice avec notre société. Elle dysfonctionne, vraiment. Et à mon avis, ça vient confirmer que la baisse du niveau de vie est une réalité, que les Français sont pas fous, qu'effectivement, ils ont moins de pouvoir d'achat qu'avant. Le logement joue une très grande part, évidemment, là-dedans, parce qu'avec l'inflation de l'immobilier, c'est devenu aujourd'hui, dans certains endroits, impossible, tout simplement, pour des jeunes couples, même cadres, de pouvoir acheter, de devenir propriétaires de leur logement. Et tout ça produit une forme d'insécurité économique. En fait, je pense que l'une des notions fondamentales à comprendre, c'est qu'au-delà du niveau de vie, en fait, il y a deux choses à comprendre. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, mais attendez, en France, on est quand même riche, comparé à d'autres pays où les gens sont beaucoup plus pauvres. En fait, il y a deux données à bien avoir en tête. La première, c'est que ce qui est très dur à vivre, c'est moins la pauvreté que l'appauvrissement. C'est-à-dire que la question, c'est pas la donnée statique, la question, c'est celle de la dynamique. Est-ce que je suis en train de m'enrichir ou est-ce que je suis en train de m'appauvrir? Nous, ça fait des années, je pense nous sommes en train de s'appauvrir. C'est la première chose. La deuxième, c'est que ce qui est très difficile, en fait, à vivre, c'est l'insécurité économique. C'est-à-dire, c'est la peur du déclassement, la peur de perdre mon travail et de me retrouver au chômage et donc de tomber dans la trappe à précarité. La peur de tomber malade et de ne pas être pris en charge comme il faut dans les hôpitaux parce que le service public de la santé se casse la figure. La peur de, voilà, etc., etc. Et en fait, on multiplie comme ça les peurs par l'insécurité économique ou je dirais l'insécurité matérielle, c'est-à-dire la peur que mes besoins fondamentaux ne soient pas pris en charge. Et de fait, je pense que nos besoins fondamentaux, se loger, se soigner, se nourrir, etc., ce sont des besoins qui sont finalement moins bien pris en charge aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors oui, on a accès à des technologies beaucoup plus performantes qu'avant, mais sauf que nos besoins fondamentaux, eux, je pense qu'ils sont moins bien pris en charge qu'il y a quelques années en arrière. Est-ce que c'est parce que la France est plus pauvre ? Oui, c'est parce que effectivement, en fait, nos élites ont cru qu'on pouvait vivre dans un monde prospère en étant désindustrialisé. L'industrie, c'était plus à la mode. On allait faire une économie de service et on n'allait plus rien produire par nous-mêmes. Bon. Sauf qu'en fait, c'est pas possible ça. Si vous faites ça, vous vivez sur le dos des autres et vous vivez à crédit. Et c'est largement ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un taux d'industrialisation qui est à 10% dans le PIB. Et c'est très inférieur, notamment à l'Allemagne ou à l'Italie. Et donc, forcément, on se retrouve avec un budget déficitaire, on se retrouve avec une balance commerciale qui est déficitaire. Et je veux dire, ce qui nous sauve pour l'instant, c'est d'être dans l'euro. C'est-à-dire que alors l'euro a largement favorisé notre désindustrialisation, mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, le fait de bénéficier de cette monnaie qui est relativement forte et qui est calculée sur la puissance économique générale de l'Union européenne et pas seulement sur celle de la France, ça nous permet encore d'importer des produits technologiques, etc. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce que ça va durer cette situation ? Parce que là, on est un peu le passager clandestin de l'euro, où on profite des bienfaits de l'euro, mais on est en train de couler. Donc, on est en train de sacrifier notre avenir, en fait, pour un présent où on profite encore des acquis du passé. Mais cette situation-là, elle pourra pas durer. À un moment donné, nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne, vont taper du poing sur la table. Ils le font déjà. Voilà. Donc, la situation de la France, elle est très préoccupante. Et ce qu'il est d'autant plus, c'est que nos élites semblent ne pas comprendre pourquoi on en est là, pourquoi ça ne marche pas, et donc s'obstinent dans les erreurs économiques qu'on fait depuis les années 80. C'est-à-dire qu'on a mis en place des structures néolibérales, c'est-à-dire qu'on a mis en place des structures comme le libre-échange,
c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. Ça, c'est le principe fondamental qui est consacré dans les traités de l'Union européenne. On a mis en place l'euro, et toutes ces structures-là font qu'en fait, on a donné la possibilité au grand capital, aux propriétaires de grandes entreprises, de faire du dumping social et du dumping fiscal. Donc, en clair, aller installer leurs sièges sociaux dans des paradis fiscaux. Je rappelle qu'il y a plein de paradis fiscaux qui sont au sein même de l'Union européenne. C'est l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, on les connaît. Et puis d'installer leurs usines dans les pays de l'Est, là où les salaires sont très faibles. En tout cas, bien moins élevés qu'en France. Du coup, ça a produit une situation de chômage de masse dans le pays. Et forcément, un chômage de masse, ça veut dire moins de cotisations sociales, donc vous pouvez plus financer le système de protection sociale, des retraites, de l'assurance chômage, etc. Donc, le problème, c'est que on essaye maintenant, en fait, on est arrivé dans une situation où nos élites n'ont plus le pouvoir ni de la monnaie, ni de la politique commerciale. En fait, on essaie juste de jouer sur le budget, en termes de fiscalité. En fait, le choix, il se réduit à est-ce qu'on met plus d'impôts ici ou est-ce qu'on réduit les dépenses ici. Voilà. Sauf qu'en fait, de cette manière-là, vous n'avez qu'une politique budgétaire, contrainte quand même par le cadre de Maastricht, puisqu'on doit respecter la fameuse règle des 3% de déficit qui est imposée par les traités européens. Mais c'est quoi la stratégie économique ? C'est quoi la vision à long terme ? On va où, en fait ? Où voulez-vous emmener le pays ? Ils en savent rien, puisque de toute façon, comme ils n'ont pas les instruments pour pouvoir orienter la stratégie économique du pays, il n'y a plus de stratégie. Et donc, on fait que des ajustements comptables. Sauf que, on voit bien que les ajustements comptables, c'est là, avec Emmanuel Macron, que la dette a explosé, que le déficit budgétaire a complètement dérapé, et que maintenant, on est au-dessus des 5% de déficit, on est à 5,4%. C'est avec Emmanuel Macron qu'on nous présentait comme le Mozart de la finance, comme un génie, etc. C'est sa politique qui a produit ça. Et vraiment, le problème fondamental, c'est que les élites ne comprennent pas manifestement leurs erreurs économiques, ou alors, et ce serait encore pire, savent très bien les intérêts qu'ils sont en train de servir, et en fait travaillent au service des plus riches, parce que pendant que le pays s'appauvrit, par contre, les plus grandes fortunes, elles, n'ont cessé de s'enrichir sur les dernières années. Pour les actionnaires du CAC 40, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est la fête. Voilà, à un moment donné, c'est pour ça que Emmanuel Todd, je le recite, mais a écrit les luttes de classe en France au XXIe siècle. C'est parce que ce sujet de lutte des classes, il est en train de revenir, et à mon avis, je rejoins encore l'avis d'Emmanuel Todd là-dessus, le mouvement des Gilets jaunes, il est le premier signe annonciateur du retour de la lutte des classes en France. C'est-à-dire que là, le rapport de force est trop déséquilibré, les classes dominantes sont en train d'abuser de leur position de force, et c'est pour ça que le peuple se révolte de plus en plus. Ça m'évoque beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment le néolibéralisme ou le fait que nos élites sont nulles au jeu du néolibéralisme ? Je pense que c'est une très bonne question. En fait, les élites françaises, elles sont très largement issues des grands corps d'État, c'est des hauts fonctionnaires, et ils se prennent pour des libéraux ou des néolibéraux, mais ils connaissent rien effectivement au business. Et à quoi on a assisté, c'est notamment à tout un tas de privatisations ou de concessions qui se sont faites dans des conditions plus ou moins opaques, et où en fait les hauts fonctionnaires, par le truchement du pantouflage, se servent au passage beaucoup. Et donc en fait il y a eu beaucoup comme ça de scandales, clairement. Par exemple les autoroutes. Ouais. Les autoroutes avec Vinci, mais je recommande aux gens d'aller lire notamment le livre de Laurent Mauduit sur le sujet. Alors, le titre m'échappe, mais il a écrit... J'afficherai. Il a écrit un livre documenté sur le sujet, où il explique comment les hauts fonctionnaires, à travers les privatisations, se sont très largement enrichis à titre personnel. Donc effectivement, en fait, quand vous avez une caste parasitaire qui prétend défendre des principes, mais en fait, qui ne le fait pas au nom de l'efficacité économique, ça c'est le discours, mais qui le fait pour s'enrichir personnellement, oui, forcément, vous êtes en train d'envoyer le pays dans le mur. Quand vous donnez des aides économiques aux entreprises, je rappelle que donc le soutien au public aux entreprises, aujourd'hui, c'est 211 milliards d'euros par an. C'est un rapport sénatorial. Un rapport qui vient d'une commission
présidé ou dont le secrétaire était communiste, mais où il y avait des républicains. Enfin, je veux dire, c'est une commission équilibrée qui a établi ce rapport-là. On est donc à 211 milliards d'euros de soutien public aux entreprises par an. Pour donner un indicateur, parce que là, quand on parle en milliards, on comprend jamais, c'est difficile de se figurer. Le premier poste de dépense du budget de l'État, c'est l'éducation nationale. C'est 70 milliards par an. Ça veut dire que le montant des aides publiques aux entreprises, c'est 3 fois le budget de l'éducation nationale. C'est moins que les retraites, mais... C'est moins que les retraites. Les retraites, c'est à part, mais c'est le budget de la sécurité sociale. Là, je parlais du budget de l'État. Et dans le budget de l'État, donc le premier poste de dépense, c'est l'éducation nationale, 70 milliards. Après, on a les intérêts de la dette, 55 milliards. Pour donner un ordre d'idée. Et la justice, on est à 10 milliards. Pour donner un peu les ordres de grandeur par an. Et ben, les aides publiques aux entreprises, donc c'est 211 milliards. C'était, il y a 10 ans, c'était moitié-moins. Ce chiffre, il a doublé. Bon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est utile de donner ces aides, autant d'aides, qui sont captées pour une partie, pas toutes, mais pour une partie, par les plus grandes entreprises du pays. Alors que ces grandes entreprises, si on regarde les chiffres du CAC 40, elles ont multiplié par 4 leurs profits, leurs dividendes sur les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, les bénéfices du CAC 40, c'était à peu près 30-40 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, on est passé à 130-150 milliards en profit. Et en dividendes, ça a été multiplié par 4 aussi, en distribution de dividendes. Bon. À quoi ça sert de donner des aides publiques à ces entreprises ? On pourrait dire que c'est de l'intervention de l'État dans l'économie, chose à laquelle on pourrait être favorable. Mais c'est de l'intervention de l'État dans l'économie, simplement. C'est anti-néolibéral. Ben non, il faut pas le voir comme ça. Au contraire, de toute façon, le néolibéralisme, il faut pas le confondre avec le libéralisme. Le libéralisme, c'est essayer que l'État intervienne le moins possible. Le néolibéralisme, c'est pas ça. Le néolibéralisme, c'est justement que l'État se met au service du capital. Du marché. Et du marché, et du grand capital. Et donc, quand on donne de l'argent aux grandes entreprises, si c'était pour qu'elles en fassent de l'investissement, pas de problème. Si c'était pour faire de la recherche, investir dans des infrastructures, etc., pour aller conquérir des marchés, très bien. Mais là, ça favorise, ça se finit dans la poche des actionnaires, en dividendes. Et cet argent, après, je veux dire, ça crée de l'épargne, il est pas réinvesti, cet argent. Donc, je veux dire, du point de vue simplement de l'efficacité économique, si on voulait soutenir nos entreprises, pas de problème. Mais on pourrait poser des conditions d'investissement dans l'économie ou d'augmentation des salaires ou d'embauche et que ces aides soient donc remboursées si les entreprises ne respectent pas ces conditions-là. Mettre des conditions, des contreparties en fait aux aides publiques qu'on donne, ça devrait être la moindre des choses. Et en fait, il y a toute une partie des aides qui sont nécessaires pour les petites et moyennes entreprises, notamment qui sont exposées à la concurrence internationale, parce qu'à cause de l'euro notamment, notre monnaie est trop forte et donc ça casse la compétitivité des petites entreprises. Parce que, en gros, quand on a une monnaie trop forte, ça renchérit le coût de nos productions. Bon. Donc, une monnaie trop forte, c'est pas bon pour les exportations. Donc, comme on est dans l'euro et que la monnaie est trop forte, on est obligé d'aider les petites et moyennes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire. Pas de problème pour ces entreprises-là pour qu'elles puissent survivre et essayer de jouer leur jeu dans la compétition internationale. Mais les très grandes entreprises, encore une fois, qui, in fine, vont se servir des aides pour distribuer des dividendes, en fait, ça fait juste un effet d'aubaine, tout simplement pour les actionnaires. Et ça sert pas du tout l'économie française. La preuve, c'est qu'en fait, la croissance sous Macron, elle était extrêmement faible. Et aujourd'hui, on nous parle d'une reprise de la croissance, et c'est formidable, on est à 0,8%. On est à 0,8% de croissance. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, non, ces politiques-là, elles marchent pas, sont des échecs. Et le seul indicateur économique sur lequel Emmanuel Macron a insisté pendant la campagne de 2022, c'est qu'il aurait réduit le chômage. Bon. Alors, c'est vrai que le chômage, il a un peu baissé si on prend la mesure telle que définie par le Bureau international du travail. Si on prend les chiffres de Pôle emploi, déjà, c'est beaucoup plus discutable que le chômage a baissé. Mais surtout, à partir du moment où on n'a pas eu de croissance, on fait comment pour réduire le chômage ? Si on n'a pas créé d'activité, comment on a créé des emplois ? En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a remplacé des emplois qui étaient à haute valeur ajoutée, des emplois d'ingénieurs, des emplois d'ouvriers qualifiés, on les a remplacés par des emplois extrêmement précaires, des emplois d'auto-entrepreneurs, des apprentis qu'on a largement subventionnés aux aides publiques. Du coup, c'est bien, vous avez effectivement créé des emplois, quantitativement, effectivement plus de postes, très bien, sauf que qualitativement, en termes de valeur ajoutée créée par ces emplois-là, vous n'avez rien créé du tout.
Et c'est ce qui explique que le taux de productivité en France, depuis 2019, il est en chute libre. Donc, ça sert à rien. Je veux dire, moi, à ce moment-là, on peut très bien dire aux gens qui sont au chômage, bah, écoutez, ce que vous allez faire maintenant, vous allez avoir un emploi. Et votre emploi, ça va être toute la journée, vous allez creuser des trous un jour, puis vous allez les reboucher le lendemain. Hein, puis vous allez faire ça indéfiniment. Bon, bah oui, effectivement, les gens travaillent, mais simplement leur travail, bah, il va être totalement inutile. Bon, voilà. Bah, c'est ça, la logique qu'Emmanuel Macron a appliquée. Il vient nous dire, j'ai réduit le chômage. Oui, mais c'était pas ça. La mesure du chômage en termes quantitatifs, c'est pas la seule mesure. Si on avait une économie en bonne santé, on aurait de la croissance, une réduction du chômage, on aurait un taux de productivité qui se maintient au moins, voire qui continue d'augmenter, parce qu'il avait augmenté de manière continue jusqu'en 2019. On aurait une balance commerciale qui serait plus déficitaire, ou en tout cas dont le déficit se serait réduit. On aurait un budget à l'équilibre. Voilà, on aurait tous ces indicateurs-là qui seraient dans le vert. Ça n'est pas le cas. Donc, les élites sont largement en échec, et c'est parce qu'il y a vraiment, pour moi, une trahison de la haute fonction publique qui est manifeste, qui est documentée encore une fois. Il y a aussi Vincent Jauvert qui a écrit un livre sur la trahison de ces hauts fonctionnaires. Et je crois que ça, c'est peut-être l'ennemi invisible. C'est celui dont on parle jamais. C'est-à-dire qu'on est prompt en France à taper sur les politiques, à raison. On est prompt à dénoncer l'injustice fiscale, du fait que tenant au fait que les milliardaires payent pas leur juste part d'impôts. Mais par contre, en fait, il y a une caste invisible qui agit dans l'ombre et qui en fait prend des décisions très importantes tous les jours. Et c'est la caste des hauts fonctionnaires, et notamment à Bercy. Et elle est véritablement en train d'envoyer le pays dans le mur. Donc c'est pas seulement le néolibéralisme, c'est aussi les mauvaises décisions prises par l'élite, les dirigeants économiques de notre pays. Bien sûr. Je veux dire, c'est pas le néolibéralisme qui pond on en tous sens, qui vont, arriver à des absurdités. Où on va interdire des pesticides aux agriculteurs, très bien. Mais d'un autre côté, on est en libre-échange, donc en fait, les produits vont quand même arriver chez nous, produits depuis l'étranger, avec les mêmes pesticides. Bon, donc du coup, en fait, on est perdant sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'on continue de mettre la santé des consommateurs en danger, mais par contre, on est en train de pulvériser ce qui reste des agriculteurs en France. Bon, voilà, ça c'est au mieux de l'incompétence, au pire, parfois, dans certains cas, de la malhonnêteté, quoi. Tu as l'air d'avoir beaucoup réfléchi à l'économie. Dans tes analyses, dans ton livre Reprendre le pouvoir, t'en fais l'élément central. Est-ce que je peux te demander ce que t'aurais fait là si t'étais aux manettes? Parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'on se politise aussi, c'est en se posant la question. Enfin, la responsabilité, c'est de se poser la question qu'est-ce que je ferais de mieux. Donc, je suis vraiment curieux de savoir ce que t'aurais fait. C'est exactement comme ça que j'ai commencé à me politiser. C'est en me demandant, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, évidemment, quand on commence à se poser la question, on se dit, oula, il va falloir que je commence à me documenter, là, à travailler, parce que là, j'en ai strictement aucune idée. Au départ, on part quand même un peu d'une page blanche, quoi, ou pas loin. Alors, avant de répondre à la question, simplement, pourquoi je mets autant l'accent sur l'économie? C'est parce que je pense quand même que c'est ce qui explique nombre de dynamiques qui sont à l'œuvre actuellement. Et l'une des dynamiques sur laquelle je voudrais pas qu'on passe à côté, c'est pourquoi on est dans un mouvement liberticide, une dérive autoritaire actuellement. Pourquoi les libertés se contractent? Pourquoi on porte atteinte à la liberté d'expression? Pourquoi on porte atteinte à la liberté de manifestation? Pourquoi on porte atteinte à la liberté d'information? De plus en plus. La liberté de manifestation, exemple, les gilets jaunes. On a mutilé, éborgné des innocents. Atteinte à la liberté d'information, les perquisitions chez Mediapart, les gardes à vue sur les journalistes, atteinte à la liberté d'expression, les procédures pénales, notamment sur les 600 procédures pénales pour les gens qui ont pris la défense de la cause palestinienne, et donc on les a poursuivis pour apologie de terrorisme. On voit bien que les libertés se contractent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dominants qui détiennent le pouvoir économique donc mènent une politique qui sert leurs intérêts, qui leur permet de s'enrichir, sauf que, comme on vient de l'expliquer, c'est un échec à l'échelle du pays, et donc le niveau de vie des Français baisse. Inévitablement, le mécontentement de la population monte, et donc il y a une aspiration au changement, une aspiration à une rupture politique.
Et on le voit bien dans les résultats des dernières élections. Je veux dire, Macron a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, actuellement, il est au plus haut dans les sondages comme il n'a jamais été. Donc, les gens veulent renverser la table. Et ils veulent plus de ce système-là. Et comme le pouvoir se raidit et veut maintenir coûte que coûte les structures qu'il a mis en place qui servent ses intérêts, eh ben, on a cette tension en fait qui monte et cette atteinte aux libertés où on empêche en fait les gens, je veux dire, de voir advenir la politique qui servirait bien mieux leurs intérêts. Voilà pourquoi je pars autant et aussi souvent d'économie dans mes analyses politiques. Alors qu'est-ce que je ferais ? Malheureusement, j'ai pas toutes les solutions. Bien sûr. Évidemment, je prétends pas ça. On vit dans un monde complexe et donc c'est pas évident. Maintenant, première chose, déjà, première mesure pour mettre un terme à la trahison de la caste des hauts fonctionnaires, interdiction des pantouflages. Moi, je laisserai un délai de 6 mois pour que tous ceux qui veulent partir dans le privé partent et qui sachent qu'après, ils travailleront à vie pour le pays. Voilà. Alors attention, s'ils veulent aller ouvrir un restaurant dans le Cantal ou aller élever des chèvres à la montagne, il n'y a pas de problème, ils pourront se reconvertir. Mais simplement, ils ne travailleront jamais dans un grand groupe privé en tant que cadre, administrateur, actionnaire. Voilà, ça c'est interdit. Ils ont dédié leur vie à l'intérêt national, à l'intérêt de la patrie, eh bien ils serviront l'intérêt de la nation. Voilà. Et comme on leur sert des rémunérations de 10, 15, 20, 25 000 euros par mois, je pense qu'ils bénéficient déjà de privilèges exorbitants qui, je veux dire, les récompensent très largement du sacrifice qu'ils font de se dédier exclusivement au service de la nation. Donc, première chose, délai de 6 mois. Au bout de 6 mois, hop, terminé. Il n'y a plus jamais de pantouflage. C'est à vie. Tous ceux qui sont là restent au service du pays et au moins, on s'est débarrassé de toutes les brebis galeuses. Bon. Ensuite, deuxième étape, je demande donc à ces hautes administrations, qui cette fois-ci a bien compris qu'il allait falloir servir les intérêts du pays, vous allez maintenant travailler. Ça veut dire travailler à quelque chose que vous n'avez pas fait depuis des années, puisque maintenant leur travail c'est de maquiller les rapports économiques et les indicateurs. Non, ça on va arrêter de falsifier les données. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire une stratégie économique pour le pays. Et vous allez essayer de la penser sans tenir compte des contraintes et des interdictions qui sont posées par le cadre européen. C'est-à-dire le cadre européen interdit qu'on puisse mettre des droits de douane, des barrières tarifaires, des barrières commerciales. Le cadre européen interdit qu'on puisse donner directement des aides publiques à certaines entreprises ou dans certains secteurs d'activité. Le cadre européen interdit qu'on puisse réserver nos marchés publics aux entreprises françaises. Bon. Eh bien, vous allez penser une stratégie économique sans tenir compte de ces contraintes-là. Et penser ça, ça veut dire dans quel secteur nous avons encore des brevets que nous pourrions développer, dans quel secteur nous pourrions être concurrentiels vis-à-vis de tel ou tel pays étranger. Dans quel secteur il est de toute façon essentiel que nous soyons souverains, autonomes, sur l'alimentation, sur la santé, avec la production des médicaments, etc., etc. Une fois qu'on aura bâti ce plan de stratégie économique, alors les politiques auront au moins les moyens de se dire, on va pouvoir aller mener un rapport de force avec l'Union européenne parce que maintenant, on sait où on veut aller. C'est-à-dire que là, en l'état, les gens qui disent, oui, on va désobéir, on va sortir de l'Union européenne. D'accord, pour faire quoi ? Pour aller où ? Parce qu'en fait, dans le cadre de l'Union européenne actuelle, il y a quand même des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Je parlais de l'euro, qui a cassé la compétitivité de nos entreprises. Mais l'euro nous assure aussi un train de vie, là, comme je le disais, qui nous permet d'importer et d'acheter, en gros, pas trop cher. Si on sortait de l'euro demain, il y aurait un prix à payer qui serait une inflation quand même extrêmement forte, et on mettrait du temps avant de s'en remettre. Donc, on peut pas faire le saut dans le vide si on sait pas où on veut aller. Donc, il faut établir la stratégie économique. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, voilà, les deux grandes mesures que je prendrais, ce sera celle-là. Après, il y aurait tout un tas de mesures, mais qui seraient plus, plus techniques, sur la fiscalité, pour essayer de rétablir effectivement de l'égalité vis-à-vis des milliardaires. Alors, vis-à-vis des milliardaires, on parle beaucoup de la taxe Zuckman actuellement. Moi, je pense que justement, dans le cadre des structures actuelles, même si ça part évidemment d'une bonne intention, Zuckman explique à raison que les milliardaires ne payent pas leur juste part d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils ne sortent pas la grande partie des bénéfices qu'ils font dans leur société, ils ne le sortent pas de la société holding. C'est-à-dire qu'ils ne le distribuent pas en dividendes.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils gagnent tellement d'argent qu'ils ont juste besoin pour assurer leur train de vie personnel de se distribuer une petite partie. Et puis le reste, ça reste dans la société. Et c'est ce qui leur permet de créer des fondations, d'acheter des médias, d'acheter de l'immobilier. Ils n'ont pas besoin en fait de se le distribuer à titre personnel. Donc ils échappent très largement à l'impôt sur le revenu. Et c'est ce qui fait que ça a été documenté par une note de l'Institut des politiques publiques de juin 2023, qu'en fait les 0,1% les plus riches en France, les gens qui gagnent à peu près 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, c'est beaucoup d'argent. Ces gens-là payent beaucoup d'impôts. Ces gens-là payent à peu près, au global, 46% d'impôts. Et les milliardaires, eux, ils payent moitié moins d'impôts que les 0,1% plus riches. Ils payent que 26% au global d'impôts. Et il y a un problème. En gros, arrivé à un certain niveau de richesse, plus on est riche, moins on paye d'impôts. Et encore, les milliardaires, c'est pas le 0,1% parce qu'eux, ils payent encore moins. Non, les milliardaires, c'est le 0,0002%. Et eux, ils payent pas 26%. Alors on pourrait aller encore plus dans le détail, mais au taux global, en tout cas, on peut considérer, parce qu'on prend l'impôt sur les sociétés, parce qu'on prend tout impôt confondu, et donc là, on arrive à 26%. Mais sauf que c'est pas suffisant, et c'est un manque à gagner dans les caisses de l'État. Alors après, le problème, c'est que la taxe Zuckman, elle a le mérite de l'efficacité, parce qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, en fixant 2% sur le patrimoine. Oui, c'est clair, là, on arrive avec un filet qui est assez costaud. Bon. Simplement, dans les structures actuelles de libre-échange, de liberté de circulation des capitaux, etc., je vois mal Bernard Arnault accepter de se faire tondre et de payer 2, 3, 4 milliards d'euros par an en impôts. Donc, je pense que les stratégies de contournement, elles vont se mettre très, 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 très rapidement en place. Donc, il y aurait au moins des mesures intermédiaires, peut-être, en attendant de remettre en cause les structures qui consacrent la libre circulation des capitaux notamment. On pourrait déjà remettre en cause le pacte du travail, qui est en gros un dispositif qui exonère très largement les droits de succession, justement pour les très grands patrimoines et les très grandes entreprises. Bon. On pourrait remettre en cause, comme je le disais, les aides publiques qui sont données aux grandes entreprises. En tout cas, au moins les conditionner à des contreparties d'investissement ou de création d'emplois, en France évidemment. Et comme ça, au moins, on s'assurerait que l'argent public qu'on investit, on l'investit vraiment et qu'on ne le jette pas par les fenêtres, pour que finalement ça finisse en distribution de dividendes. Bon. On pourrait également, troisième mesure, taxer les holdings, et comme le font les États-Unis. Les États-Unis, en fait, ils disent mais vos holdings là, vous distribuez pas vos profits, tant pis, on vous taxe à 20%. Distribution ou pas, on vous taxe à 20%, une taxe spécifique. On pourrait faire ça. Alors en l'état, on pourrait pas, parce que ça s'opposerait à une directive européenne. Par exemple, une fois qu'on a établi la stratégie économique et qu'on sait où on va, on peut aller voir l'Union européenne et puis on peut leur dire, nous là, ça c'est terminé. Alors soit on le fait au niveau européen, c'est le mieux, mais si on le fait pas au niveau européen, nous, on va le faire nous-mêmes. Simplement, si on le fait nous tout seul, dans notre coin, en situation de libre circulation, forcément les entreprises, elles vont délocaliser. En fait, c'est tout le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt des barrières commerciales, c'est de pouvoir réserver l'accès au marché intérieur qu'aux entreprises qui vont produire en France. En fait, dès lors qu'on met des barrières commerciales, l'entreprise a intérêt à produire en France pour pouvoir vendre au marché français. Quand on est en libre circulation, l'entreprise, elle peut produire où elle veut, et puis après, elle inonde les pays de ses produits sans payer de taxes, donc par définition. Donc c'est ça, en fait, qui fait qu'on est impuissant aujourd'hui à changer la politique économique. C'est que tout simplement, on n'a pas les instruments pour le faire. Mais est-ce que limiter la liberté de circulation des capitaux, est-ce que c'est faisable? Je veux dire, même pas seulement parce que c'est interdit au niveau du carcan européen, mais même maintenant que l'économie mondiale est telle qu'elle est-ce que c'est faisable? Parce que c'est une espèce de retour en arrière alors que tout a changé. Oui, mais je veux dire, l'argument de est-ce qu'on est au bon moment de l'histoire, c'est jamais un... Par exemple, le marché mondial est devenu énorme. Avant, vendre en France, c'était 50 millions de consommateurs, beaucoup plus riches que la moyenne des gens dans le monde. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Du coup, est-ce que vraiment des entreprises à qui on dit il faut produire en France pour vendre en France, sinon il y a des taxes douanières, elles vont dire tant pis pour le marché français. Moi, j'ai tout un marché mondialisé où je paye pas de taxes. Alors,
payent des taxes dans certains pays, mais il y a beaucoup d'accords de libre-échange. Ils disent, moi, ça me va très bien. Je vais produire en Allemagne, qui est encore dans le traité de libre-échange avec les États. Je parle dans un monde fictif, un monde où la France serait sortie de ces traités de libre-échange, mais où l'Allemagne ne l'aurait pas fait. Elle dit, moi, je vais produire en Allemagne, qui est encore un marché de 200 millions d'habitants avec la Pologne, l'Italie, et en plus, ils ont un traité avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, le Canada, le Brésil. Donc, si je produis là, je paye pas de taxes sur tout ce marché. Rien à faire de la France. Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que les États-Unis et la Chine, ça aurait échappé à personne, font du protectionnisme. Ouais, mais c'est les États-Unis et la Chine. Oui. Et alors, on a fait l'Union européenne pourquoi à la base? Donc, on pourrait faire du protectionnisme au niveau européen. Oui, mais sauf qu'on le fait pas. Et pourquoi on le fait pas? Il y a des raisons. C'est parce que les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Ouais. Et que, en particulier, l'Allemagne a été un pays très exportateur, notamment de ses voitures, pas seulement, mais notamment de ses voitures, et donc ne voulait pas mettre en place des barrières douanières parce que sinon, elle craignait de subir des mesures de rétorsion de la Chine ou des États-Unis. Eh ben oui, mais sauf que le problème, c'est que c'était pas l'intérêt de la France. Donc, on a créé une union, c'était pour coopérer. Ouais. Sauf qu'en fait, on a signé des traités qui instituent la guerre économique et qui ne nous protègent pas du tout et qui portent atteinte aux intérêts de la France. Je passe ma vie à répéter ça sur cette chaîne, à critiquer l'Union européenne. Du coup, là, j'ai le rôle. Voilà. Mais donc, en fait, les mesures protectionnistes, la Chine et les États-Unis le font, pas l'Union européenne. Donc, on est à contre-courant, en fait, de l'histoire. Ça, c'est par rapport à l'évolution historique. Nous sommes là à contre-courant et en retard. Ensuite, pourquoi on le fait pas dans l'Union européenne? Parce qu'il y a des intérêts divergents et donc à un moment donné, il va bien falloir, soit l'Union européenne se remet en question, soit ça éclatera. C'est quasiment inévitable parce que la cocotte minute, elle va exploser. Ça peut pas être autrement, notamment sur la monnaie unique, l'euro, qui pourra pas tenir à un moment donné. En tout cas, il y a nombre d'économistes qui, d'ailleurs, avant même que l'euro entre en vigueur, avaient prédit que l'euro sera un échec. Et c'est le cas. Donc voilà. Et ensuite, d'un point de vue plus business, je dirais, une entreprise, elle a toujours intérêt. C'est-à-dire, si elle fait des marges, si elle a une rentabilité normale, elle va avoir intérêt à produire en France et à vendre. Ce qu'il faut, c'est ça, c'est s'assurer que elle sera rentable et qu'elle gagnera de l'argent. Alors, elle aura peut-être un taux de rentabilité moins élevé que dans un autre pays où elle pourra produire très peu cher, mais elle aura quand même une rentabilité. Donc, elle aura intérêt quand même à être là. Bon, simplement, oui, ici, la rentabilité sera moins forte. Bon, voilà. Enfin, elle pourrait être en Pologne aussi, si on est dans le cadre européen. Là, on paraît dans une situation où la France a instauré des barrières douanières. Donc, si on se situe dans cette hypothèse-là, oui, effectivement, la rentabilité sera moins bonne en France qu'en Pologne. Mais s'il y a de la rentabilité, elle le fera quand même. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, un autre élément quand même, c'est qu'il n'est pas question de tout relocaliser, de tout réindustrialiser. Évidemment que c'est pas ça qu'il faut faire. On est dans un monde hyper interdépendant économiquement. Donc, le sujet, c'est, encore une fois, les deux grands axes pour moi, c'est quels sont les secteurs dans lesquels on peut être extrêmement compétitif, notamment les secteurs technologiques. J'insiste sur ce point parce que on nous avait expliqué qu'on faisait l'Union européenne pour pouvoir concurrencer les Chinois et les États-Unis. Ils sont où, nos géants de la tech? On n'en a pas. Et pourtant, les Français, on avait des bonnes bases, on avait Dailymotion à la base, qui était le concurrent direct de YouTube. Ça a fini au Dailymotion. Bon. Voilà, donc en fait, développer les secteurs sur lesquels on pourrait être très concurrentiel, très compétitif plutôt, et donc faire face à la concurrence mondiale, et en fait pouvoir être exportateur. Et donc ce seraient les secteurs dans lesquels on produirait des gains de productivité qui nous permettraient de financer notre modèle social généreux. Et puis ensuite, il y aurait les secteurs où là, on réindustrialise et on relocalise nos productions parce que c'est notre souveraineté qui est en jeu. C'est-à-dire sur la santé, sur l'agriculture. Ça, c'est pas forcément des choix pour être compétitif, c'est des choix qui sont non négociables parce que on veut pouvoir, en quelque sorte, être autonome sur ces secteurs-là. Bon, voilà. Et après, évidemment, qu'il y aura tout un tas d'objets de production qu'on continuera à importer parce que on ne pourra pas être compétitif dans tous les secteurs. Ça, c'est évident. Et tu as pas peur d'arriver avec une revendication
vis-à-vis de nos partenaires européens, pour en parler, nous on va désobéir là-dessus, on veut faire ça, tout ça, on s'en moque, nous c'est comme ça qu'on veut faire. Ça participe pas de l'explosion du cadre européen. Moi, je pense que de toute façon, si on continue sur notre trajectoire actuelle, on va mourir. Donc l'idée, c'est d'entamer un rapport de force pour changer l'Europe, pour qu'elle soit conforme au plan mis en place par... Déjà conforme à l'idéal de départ, qui est l'idéal de prospérité et de liberté et de paix. Hein. Je veux dire, l'Union européenne, ça nous a été vendu parce que l'Europe, c'est la paix. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est plutôt l'Europe, c'est la guerre. Hein. Où on nous désigne tous les jours. Nous, à la base, c'était l'Europe, c'est la paix. Oui, mais sauf qu'on nous désigne quand même tous les jours la Russie comme extrêmement menaçant et sur le point de nous envahir, et qu'on essaie de nous expliquer qu'il va falloir faire la guerre. Oui, non, mais juste quand il disait l'Europe, c'est la paix, c'était l'Europe, c'est plus de guerre entre nous. C'était ça, l'Europe, c'est la paix. Oui, mais sauf ça me fait bizarre de défendre l'Europe. Oui. Mais cet idéal-là, il est évidemment tout à fait louable. Aucun problème là-dessus. Simplement, si on veut effectivement créer les conditions de la paix, il faut créer les conditions de la prospérité des nations et des peuples. Que comme ça qu'on y arrive. Si en fait, petit à petit, l'Union européenne sait faire subir le même sort à tous les pays que celui qu'on a fait subir à la Grèce, ça va mal se terminer l'histoire. Hein. Et c'est pas des traités européens qui vont nous empêcher qu'il y ait des conflits qui surgissent. Hein. Donc, je veux dire, tous les traités juridiques qu'on peut signer ne protégeront pas de retour de conflits ou d'événements violents si en fait on n'assure pas concrètement la prospérité des nations et des peuples. Mais eux, ils vont nous dire, mais c'est vous qui êtes nuls, nous on est prospères. C'est ça qu'ils vont dire aux Français qui vont débarquer avec leur plan. Ils vont dire, vous êtes nuls, nous on y arrive très bien. Mais oui, très bien, sauf que déjà ils y arrivent très bien. Par exemple, les Allemands en ne respectant pas les traités européens, parce qu'ils font des excédents commerciaux énormes. Et c'est interdit par les traités européens. Ça, on me l'a déjà dit, mais j'ai pas trouvé. Et oui, et donc du coup, eux aussi, ils désobéissent en quelque sorte. Et ensuite, le message à leur faire passer, c'est à un moment donné, c'est de savoir est-ce qu'on est sur un principe de coopération et même de bonne foi entre partenaires. L'intérêt, c'est quand même que tout le monde au sein de l'Union européenne prospère, que tout le monde soit en bonne santé économique. L'idée, c'est de faire une union de nations puissantes, toutes puissantes. Pas une union de faibles et de pays en déshérence. Donc, aucun pays, ni l'Allemagne, ni aucun autre, n'a intérêt à ce que la France, quand même l'un des grands pays fondateurs de l'Union européenne, n'a intérêt à ce que la France se tiers-mondise et devienne un pays de milieu de tableau dans le monde. Donc, c'est-à-dire, si l'idée c'est de dire « Ah oui, mais parce que vous êtes nuls, vous n'y arrivez pas », oui, très bien. En attendant, nous, là, notre intérêt à nous maintenant, c'est d'aller dans cette voie-là. On a essayé celle-là, ça marche pas. Donc, essayons plutôt celle-là. Bon, moi, je pense que de toute façon, ils y viendront parce qu'on n'aura pas le choix. Mais par contre, il faut qu'on soit capable de montrer à nos partenaires qu'on est sérieux, qu'on a travaillé. Forcément, là, quand on va négocier avec les voisins européens, c'est pas sérieux, on n'est pas crédible, on n'a aucune stratégie économique, on sait pas où on va, on prétend donner des leçons à la terre entière alors qu'on est devenu des cancres dans tous les domaines. Dans l'éducation nationale, c'est une catastrophe, le niveau des élèves est en chute libre. On pourrait parler aussi de la recherche et du monde universitaire qui ont déliquescence. C'est absolument effrayant. Bon, forcément que quand on a tous ces indicateurs-là qui sont dans le rouge, ah oui, on n'a pas de leçons à donner et on est mal placé pour essayer d'aller négocier quoi que ce soit. Mais si on avait un plan, des gens conséquents, compétents, qui avaient travaillé et qui savent où ils vont, je pense qu'on aurait plus de poids et qu'on pourrait au moins être légitime à discuter, à négocier et à désobéir s'ils le font. Mais là, en fait, on voit beaucoup d'inconséquences et d'incompétences de la part de ceux qui sont censés nous diriger. Ce que j'entends un peu, c'est un peu le retour d'un compromis de 45, c'est-à-dire entre le souci de la souveraineté gaullien et le souci du social du Conseil national de la résistance.
De toute façon, il n'y a pas de prospérité économique sans croissance, sans prospérité, enfin sans puissance économique. Donc il faut agir et sur la production et sur la répartition. Voilà. Alors c'est un peu le problème que peut avoir la gauche, c'est que la gauche voit que le problème de la répartition des richesses. Mais il y a quand même aussi un problème de production. Et la droite, elle est concentrée sur le problème de production, et en pensant, la droite, qu'en faisant une politique de l'offre, eh bien, par la magie de la théorie du ruissellement, on va devenir compétitif et ça va marcher. Non, en fait, ça marche pas non plus. Donc, ce qu'il faut, c'est agir sur les deux. Créer les conditions d'une réindustrialisation conséquente du pays, dans les conditions que j'ai indiquées, c'est-à-dire sur certains secteurs, etc. Et recréer plus de justice fiscale, effectivement, parce que on a besoin, pour entraîner toute la société, on a besoin que les efforts soient répartis, justement, équitablement. Tu évoquais le général de Gaulle, en 58, il explique dans ses mémoires, donc Mémoires d'espoir, que le pays est endetté. Alors, c'est pas le niveau d'endettement d'aujourd'hui, mais il y a une dette, et pour le général de Gaulle, il faut absolument rétablir les comptes publics. Il demande donc des efforts à toutes les strates de la société française. Et il est conscient qu'il demande des sacrifices aux petites gens. Il tape dans les allocations sociales, etc. Mais du coup, il demande aussi des impôts supplémentaires aux plus riches, aux plus fortunés. Et il explique qu'il en a besoin de ça pour pouvoir entraîner toute la société. Que tout le monde ait bien conscience que oui, il demande des efforts, mais que les efforts sont équitablement répartis. Et il y a son ministre de l'économie de l'époque, dont j'ai oublié le nom, mais qui était assez proche du milieu des affaires, et c'est quand même pour ça qu'il l'avait pris, c'était pour pas se mettre totalement en froid avec eux, qui évidemment est venu le voir et qui a fait un peu le rôle de lobbyiste en disant « mon général, est-ce qu'on pourrait pas quand même faire sauter cette mesure-là d'augmentation des impôts pour les plus riches parce que ça va pénaliser l'activité économique, etc. » Sauf que là, le général de Gaulle dit non. Non, parce que si je ne demande pas des efforts à tout le monde, alors je perds ma légitimité et je ne peux pas entraîner la société française avec moi pour dire que il va falloir qu'on se serre la ceinture à un moment. Et en fait, c'est tout le problème actuellement. C'est que les gouvernants demandent des efforts, des sacrifices aux Français chaque année, et c'est chaque année un peu plus. Sauf que dans le même temps, on voit que pour les milliardaires, c'est la fête au village, y a pas de problème. Les politiques, eux c'est pareil, ils ont quand même des indemnités très confortables, et puis ils se baissent jamais leurs indemnités. C'est-à-dire que même par souci d'exemplarité, moi je suis pas, c'est pas pour être démagogue, mais je veux dire par souci d'exemplarité, quand chaque année on demande des sacrifices aux Français et qu'on pratique des coupes dans les dépenses publiques, des coupes dans les dépenses de sécurité sociale, je pense qu'un député ou un sénateur pourrait se dire, on va baisser nos indemnités de 5 ou 10% pour montrer l'exemple. Sachant que pour eux, ça va pas leur changer leur vie. Quand déjà on gagne 7, 10 000 euros, 15 000 euros entre l'indemnité et l'enveloppe de remboursement de frais, etc. Ça va, je pense qu'ils vivent confortablement. Donc venir demander des efforts à des gens qui gagnent 1000 quand ils sont à temps partiel, 1500 quand ils sont au SMIC, ou 2000 euros, et quand ils vivent à Paris, ces gens-là, je veux dire, à chaque effort, c'est vraiment la tête qui va sous l'eau et ils sont à 2 doigts de se noyer, quoi. Donc, forcément, vous pouvez pas entraîner les gens. Quand en haut de la société, on voit bien que ça se gave comme rarement dans l'histoire et que on fait payer tous les autres. Qu'est-ce qui leur arrive à nos ultra riches? C'est-à-dire, on a l'impression que ils se foutent complètement de notre pays, de leur pays, du coup. Bien sûr, mais ça, c'est pas nouveau, Je vais reciter le général de Gaulle, mais qui expliquait que, c'était la grande bourgeoisie française était apatride, presque par nature. Il l'a vu, évidemment, il pouvait le dire parce qu'il a vu la grande bourgeoisie française collaborer avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, ou avant la Seconde Guerre mondiale, on connaît plutôt Hitler que le Front populaire. Rien n'a changé. Moi, j'ai bien vu, ça m'a pas échappé qu'en 2021 ou 2022, en tout cas à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Raphaël Enthoven, il a déclaré publiquement contre Marine Le Pen et Mélenchon, et il voterait pour Marine Le Pen. Donc plutôt Hitler que le Front populaire, je veux dire, ça n'a rien de nouveau et c'est toujours d'actualité. Du coup, on parle grosso modo d'une lutte des classes.
entre C'est un des aspects qui explique les dynamiques à l'œuvre. Et simplement pour compléter le propos sur le caractère apatride de la grande bourgeoisie, c'est pour ça que le général de Gaulle avait mis en place ce qu'on a appelé le plan, la planification étatique, pour orienter la stratégie économique du pays, parce qu'il faisait le constat que la grande bourgeoisie française ne savait pas penser l'intérêt national, donc ne savait pas investir à long terme dans l'intérêt du pays, et qu'en fait, elle était omnibulée par des intérêts court-termistes de réalisation de profits et d'enrichissement personnel. Non, et c'est bien pour ça que l'État en France a dû prendre en charge la planification de la stratégie économique. Et c'est parce qu'on l'a abandonné, justement, et qu'on s'est mis dans des structures de libre-échange, et en fait de laisser-faire, de dérégulation, que du coup, c'est le marché qui décide des orientations. Derrière le marché, en fait, c'est les grands capitalistes. Et les grands capitalistes, effectivement, ils se sentent pas vraiment français. Donc, ils prennent leurs décisions pour augmenter leur empire, leur multinationale, pas pour servir l'intérêt du pays. En fait, l'affect national, c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux classes moyennes et aux classes populaires, au peuple, en fait. Le peuple français est patriote. Mais la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, elle l'a jamais été. J'insiste à chaque fois, je dis le grand capital ou la grande bourgeoisie pour qu'on ne confonde jamais les ultra-riches avec les petits riches. Et les petits riches, pour moi, c'est les 1%, les 0,1%. Hein. Donc, pour parler très clairement, moi, je considère que les gens qui gagnent 10, 15 000 euros par mois, c'est des petits riches. Même un peu plus, hein. Entre eux et les milliardaires. Voilà. Mais disons que c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie, qui vivent très confortablement, mais qui payent beaucoup d'impôts, parce que eux, ils n'ont pas vraiment les moyens de faire de l'évasion fiscale. C'est même eux, ouais. Ouais, c'est sur eux que repose en bonne partie le système, en tout cas de l'impôt sur le revenu, ça c'est clair, c'est eux qui le financent. Et donc, je les confonds jamais avec le très grand capital, la très grande bourgeoisie, qui, eux, gagnent pas 10 ou 15 000 euros par mois. On est à 1 million, 10 millions et plus. Ouais, mais en fait, ce qui me, alors, chagrine, le mot est, mais tu parlais de consensus au début, avec Praxis, faire émerger des consensus. Et donc, on voit l'idée que, en gros, on devine qu'il y aurait un consensus. Enfin, tu imagines, tu supposes qu'il y aurait un consensus à la juste répartition de l'effort fiscal. Voilà. Sauf que Bardella caracole en tête des sondages et Bardella défend les milliardaires dès qu'il en a l'occasion. Oui, mais parce que je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'on vit une période de bouleversement politique, c'est-à-dire que le système, en fait, on est entré en crise de régime, et alors qu'on avait vécu dans un système politique qui était très lisible pour les gens, on avait la droite de gouvernement, on avait la gauche de gouvernement, et pendant des années, ils se sont alternés au pouvoir. Bon. On voit bien qu'avec Macron, déjà, il a perturbé cette grille de lecture-là, puisqu'il a fait fusionner, en fait, la droite et la gauche de gouvernement dans un bloc central, et donc, les gens, là, sont en perte de repères. Donc, c'est très confus, et les médias, qui sont détenus en très grande partie par les milliardaires, ne favorisent pas la clarté des débats et la compréhension fine et éclairée par le public des enjeux politiques. Bon, alors forcément, du coup, dans le brouhaha qui est le débat public tel qu'il est organisé aujourd'hui, eh bien, ressortent plutôt les questions de personnalité, de polémique, et donc les gens votent un peu par instinct. Et donc moi je pense, c'est pas ce que je pense, c'est ce qu'on entend, c'est on va voter pour l'Assemblée nationale, on n'a jamais essayé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait grosso modo ils raisonnent par grande masse les gens. Donc ils disent bon, droite et gauche, on a fait pendant des années, ils nous ont envoyés dans le mur, ils arrêtent pas de nous demander des efforts, on va voter pour celui qu'on nous a présenté comme le diable pendant des années. On va voter pour le parti interdit. Et donc effectivement, le parti interdit hier, c'était le Rassemblement national. Ce que les gens ne voient pas, c'est les subtilités. C'est que durant ces dernières années, en fait, le Rassemblement national, il s'est dédiabolisé. C'est ce qu'on dit, on dit Marine Le Pen s'est dédiabolisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le Rassemblement national, c'est chiracisé, c'est UMPisé. C'est-à-dire qu'il a renoncé à toute stratégie de rupture avec l'Union européenne, il renonce petit à petit à toutes ces mesures sociales. En fait, il est en train d'embrasser les intérêts de la grande bourgeoisie et de donner des gages, des garanties à la grande bourgeoisie que ces intérêts ne seront pas atteints. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu ces dernières années un renversement sur qui était le diable. Le diable, c'est plus Marine Le Pen. Le diable, aujourd'hui, c'est Mélenchon. Et ça a commencé depuis quelques années.
genre le dictateur vénézuélien, Chavez, etc., c'est pas Marine Le Pen, c'est Mélenchon aujourd'hui. Celui qui fait peur, vous interrogez n'importe qui dans la rue qui a plus de 60 ans, est-ce qu'il a plus peur de Marine Le Pen ou de Mélenchon? Il vous répondra immédiatement Mélenchon. C'est Mélenchon qui fait peur. Et ça, c'est quand même dû en grande partie au traitement médiatique biaisé, inéquitable. Je dis pas que Mélenchon est parfait, je dis pas que le programme de Mélenchon est parfait, voilà. Mais simplement, je m'étonne que pendant des décennies, le Rassemblement national ait été qualifié d'extrême droite, ait été effectivement présenté comme le parti infréquentable et qu'on s'interrogeait même sur la question de savoir si le Rassemblement national devait avoir le droit de participer aux élections ou pas. Et qu'en quelques années seulement, Jean-Luc Mélenchon, qui était un sénateur issu du Parti socialiste, qui est quand même pas révolutionnaire à la base, eh bien qu'en quelques années, on ait eu un retournement comme ça, un renversement, où c'est le Rassemblement national qui aujourd'hui est respectable et même qui est pratiquement rentré dans le champ républicain, mais Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, eux, en seraient sortis. Voilà, mais ça, je pense que ce sont des choses que les gens ne voient pas forcément. Et donc, ils se disent que le Rassemblement national, on n'a jamais essayé, c'était le parti interdit, on va tenter, et on va bien voir ce que ça donne. Bon, je pense que les gens vont être très déçus, parce que, en fait, quand on connaît le sujet, et qu'on a regardé, le Rassemblement national a déjà trahi. En fait, dans le programme, il y a déjà eu tout un tas de renoncements qui font que on sait déjà que la politique qui sera conduite sera globalement la même que celle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la politique qui est dictée par Bruxelles, c'est-à-dire la Commission européenne. Moi, dans les mesures que je prendrais, pour répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure, je suppose que tu la prendrais aussi, mais il y a tout de suite l'interdiction de la propriété des médias par des groupes industriels ou financiers. Pour moi, c'est la condition d'une démocratie saine. C'était, je veux dire, l'un des grands principes posés par le Conseil national de la résistance. C'est ça qui est incroyable. Le programme du CNR avait posé que les médias ne devaient pas être détenus par les puissances d'argent. Alors après, moi, j'ai jamais réfléchi en profondeur à ce sujet parce qu'il est compliqué. Comment on pourrait faire techniquement pour s'assurer que les puissances d'argent ne détiennent pas les médias C'est de la compta. Il faut que ce soit financé par ces rentrées d'argent et que le propriétaire du journal, on sait qui c'est, donc on sait que c'est pas un groupe financier ou un groupe industriel. Oui, mais comment on s'assure que, je veux dire, à un moment donné, le propriétaire, il peut avoir envie de vendre à un milliardaire. Donc, c'est interdit. Ouais. Et du coup, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de vendre. On n'a pas le droit de vendre des entreprises à des étrangers, des entreprises qui font du secret défense ou du. Oui, mais je crois pas que ce soit si simple. Enfin, techniquement, j'entends. Mais par contre, j'approuve totalement l'interdiction. Mais la question, c'est du coup, qui pourrait détenir les médias? En fait, le problème aussi, c'est que les médias aujourd'hui sont largement déficitaires. Donc, en fait, qui peut se permettre d'être propriétaire de médias qui sont déficitaires? C'est les milliardaires. Et je pense qu'ils sont déficitaires parce qu'il y a une concurrence déloyale. Parce que les gens, ils continuent de s'informer. Et donc, on pourrait trouver des modèles économiques rentables si les gens, pour s'informer, devaient payer une presse qui n'appartienne pas à des milliardaires. Mais comme ils appartiennent à des milliardaires, ils se foutent complètement que ça leur coûte 10 millions d'euros par an de combler le trou. En tout cas, ce qui est sûr, du coup, c'est qu'ils ne détiennent pas ces médias pour gagner de l'argent. Ça, ils le font bien pour l'influence, le pouvoir d'influence que ça leur donne. Mais effectivement, ça, c'est l'une des grandes mesures. Moi, je suis bien d'accord. C'est le rôle prépondérant des médias aujourd'hui. C'est avec les médias qui contrôlent très largement le processus électoral. Ce que les gens notamment ne voient pas très souvent, c'est que j'entends souvent dire mais il n'y a plus de personnes politiques en quelles on croit, c'est tous les mêmes, ils sont nuls, on leur fait pas confiance. Et le problème, c'est que c'est les médias qui choisissent les personnes qui sont en capacité d'aller aux grandes élections nationales. En fait, pour pouvoir aller à une grande élection nationale, il faut avoir été rendu visible dans les médias. Il faut avoir fait un certain nombre de passages pour être connu et donc pour, dans les sondages, pouvoir avoir des estimations qui sont favorables. Mais ça, c'est les médias qui choisissent. Et pour pouvoir passer dans les médias et atteindre ce niveau de visibilité-là, il faut être dans les réseaux. Et sauf que pour être dans les réseaux,
il faut avoir un discours qui va pas chagriner les intérêts de tel ou tel milliardaire. Les réseaux sociaux changent un peu la règle du jeu, donnent un petit espoir quand même. Oui, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est vrai. Le maire de New York, par exemple. Oui. Non, mais les réseaux sociaux, c'est clairement la voie qui donne de l'espoir et qui est fou parce qu'ils appartiennent aussi à des milliardaires. Et qui, oui, alors après, il y a quand même, en tout cas pour l'instant, une certaine liberté de contenu. Pour l'instant, on verra si les choses se durcissent. Mais c'est une voie qui peut donner de l'espoir effectivement. Le problème, c'est que en France, la société, elle est politiquement bloquée parce qu'en fait, l'âge moyen du corps électoral est supérieur à 50 ou 55 ans. Ouais. Et du coup, le problème, c'est qu'en moyenne, je parle toujours en moyenne, mais les plus âgés votent de manière assez conservatrice et votent par réflexe, quoi. Et donc, ils sont très sensibles au discours. C'est Macron, derrière Macron, le bloc central, en gros les partis de gouvernement qu'ils ont toujours connus, sinon c'est les extrêmes. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont voter en gros pour le statu quo. La démographie fait que c'est les boomers, puisque c'est de eux dont il s'agit, dans les 10 années, 15 années qui viennent, ils vont disparaître. Et donc là, il va y avoir, à un moment donné, la société française le verrou va sauter en quelque sorte. Le verrou du blocage politique va sauter parce que les jeunes générations, elles votent très majoritairement soit Rassemblement National, soit France Insoumise. C'est-à-dire que les nouveaux électeurs qui arrivent sur le marché, entre guillemets, eux, ils votent pour la rupture. Donc, on voit bien que cette situation-là d'instabilité institutionnelle qui vient de la répartir en 3 blocs, elle peut durer encore quelques années. Pas sûr, si ça se trouve, dès 2027... je veux dire, le Rassemblement National emporterait la majorité absolue. Peut-être. Je suis curieux de savoir si le Rassemblement National gagnait, dans quelle mesure beaucoup de médias qui aujourd'hui se montrent encore opposés au Rassemblement National se retourneraient pas en 24 heures pour finalement soutenir le pouvoir en place, auquel cas ça favoriserait la possibilité que pour le Rassemblement National d'obtenir une majorité absolue parce que finalement c'est un parti tout à fait respectable. Voilà. Mais à terme, de toute façon, je veux dire, le bloc central va continuer à s'effondrer parce que démographiquement, son électorat va disparaître. Et de toute façon, ça va basculer soit au Rassemblement National, soit à gauche. Mais il y aura toujours autant de vieux et aussi peu de jeunes. Oui, mais les vieux ne votent pas. Les vieux de demain ne seront pas les vieux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les vieux de demain, c'est des vieux qui votent déjà Rassemblement National ou qui votent à gauche. En moyenne, encore une fois. Surtout Rassemblement National. Là, quand on dit vieux de demain, je pense à des gens qui ont 40-50 ans. Sauf que là, en gros, la gauche est représentée dans à peu près toutes les classes d'âge, sauf les plus de 60-65 ans. Et il y a eu une surreprésentation pour le bloc central, vraiment des plus de 60-65 ans. Donc c'est pour ça qu'en fait... là, on parle en moyenne. Ouais. Bien sûr. Mais du coup, le bloc central va continuer à s'effondrer. Ça, c'est une certitude. Alors peut-être que pour les présidentielles de 2027, il faut encore réussir à faire élire in extremis un de leurs candidats, mais c'est pas sûr du tout. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, on voit le Rassemblement National qui est à 35% en gros, donc qui est sûr d'être qualifié. Et après, on voit que le taux de qualification pour le second tour, pour la deuxième place, là, il est autour de 14-15%. Donc vraiment, il y a un effondrement du bloc central qui est, je le rappelle, la fusion de la droite et de la gauche de gouvernement qui auront dirigé sous la Ve République, pendant depuis le début de la Ve République. Donc là, on est en train quand même de vivre une crise politique, une crise institutionnelle majeure qui, à mon avis, est le début d'une crise de régime. Et dans ce cadre historique, qu'est-ce que les Français doivent faire pour sauver... Qu'est-ce que tu attends des Français pour sauver leur pays ou pour aider leur pays? Je veux dire, je pense qu'il faut nourrir des ambitions réalistes. Moi, je pense que c'est les minorités qui font l'histoire.
Et je pense que du coup, c'est un objectif plus atteignable que de croire à un moment donné un soulèvement massif de 30 millions de personnes. Bon. Croire que tout le monde va se politiser, s'intéresser. Enfin, faut être un peu quand même passionné ou un peu fou pour essayer de comprendre, comme j'ai pu le faire moi, comment fonctionne l'euro, comment fonctionne l'Union européenne, l'économie. Et bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Déjà parce que j'ai eu accès par mon parcours scolaire à un certain niveau d'éducation, une certaine formation intellectuelle qui m'a permis aussi, venant d'un milieu pas cultivé, enfin, j'étais dans un milieu plutôt modeste sur le plan culturel. C'est ce qui m'a permis d'accéder enfin, mon parcours scolaire m'a permis de me donner les clés, les outils pour pouvoir accéder à une pensée plus complexe. Bon. Tout le monde ne peut pas bénéficier de ce parcours-là. Et puis les gens, ils sont pris dans leurs difficultés quotidiennes, ils ont des enfants à élever, ils ont leur travail. Moi, j'ai aussi bénéficié d'un travail où j'étais plutôt indépendant en tant qu'avocat. Bon, c'est autre chose qu'on travaille à l'usine, quand on travaille avec des patrons qui nous crient dessus toute la journée, quand on subit une pression, quand on est cadre et qu'on subit une pression permanente pour faire du chiffre, parce qu'il faut assurer la rentabilité de l'entreprise, et donc on reçoit des mails jusqu'à 23h. Enfin, voilà, ça c'est la réalité quotidienne de ceux qui travaillent. Donc, je crois pas qu'on va demander, que les gens vont avoir du jour au lendemain énormément de temps à consacrer à la chose publique et à la politique. C'est pour ça qu'en fait, il faut avoir des objectifs raisonnables. Et c'est pour ça que j'en reviens au projet de Praxis. Mais l'idée, c'est que Praxis, ça permet à des gens qui sont très motivés de faire le travail d'information, de synthèse et de recherche de solutions. Et après, ça permet à des gens qui sont pas forcément très politisés, qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer, mais quand même de venir donner de la force au mouvement politique en votant, en installant l'application et en votant. En fait, ça demandera 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ou 1 heure si la personne veut consacrer 1 heure, mais elle pourra même y consacrer que 30 secondes pour aller voter sur la question. Et puis, ça suffira à donner de l'ampleur, parce que si il y a quelques millions de personnes qui ont rejoint l'initiative, qui sera donc pas très coûteuse à rejoindre, ça donne une puissance phénoménale, et là, on pourra changer les choses. Donc, ce que j'attends des gens, après, je dirais, c'est plutôt, j'attends des gens qui sont politisés, qui sont des militants, c'est plutôt de eux. Qu'est-ce que j'attends ? J'attends la même chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même, c'est-à-dire un peu d'humilité, une capacité à se remettre en question. C'est-à-dire que l'un des principes fondateurs qu'on veut mettre en place chez Praxis, c'est la remise en question. C'est-à-dire qu'on assume qu'on sait pas tout, et même qu'on pourra se tromper. Et ça doit pas être un problème. On a le droit de se tromper, et ce qui compte, c'est de dire, oui, effectivement, vous voyez, là-dessus, on avait pensé que, on vous avait dit que, en fait, on n'avait pas vu que tel ou tel élément, argument, remet en cause notre vision des choses, en tout cas, demande à compléter, à nuancer le propos. Donc, on se remet en question, voilà maintenant ce qu'on vous dit. Voilà. Et comme ça, les gens, ils peuvent suivre avec transparence, honnêteté, le cheminement qui nous a amené effectivement à changer de position, ou en tout cas à l'amender, à la corriger. Et ça, je pense que c'est très important, en fait. Parce que je pense que l'un des plus grands risques qui nous guette actuellement, c'est la polarisation de la société et notre incapacité à débattre, à discuter. Mais quand on dit ça, c'est un peu un lieu commun, et je veux dire, c'est pas général. Là, je suis en train de parler des gens qui sont investis en politique. C'est ceux-là qui sont en fait les plus clivés. En réalité, les gens comme ça, ils arrivent encore à discuter et à se parler. Mais les gens qui sont politisés, paradoxalement, c'est eux qui arrivent plus du tout à se parler et qui sont vraiment dans des camps figés. Bon. Je pense que l'absence de remise en question, l'incapacité à reconnaître ses erreurs, c'est le fondement de l'extrémisme. Qu'il soit de gauche, de droite, du centre, de ce qu'on veut. C'est quand on devient complètement dogmatique et qu'on n'arrive plus à se remettre en question, qu'en fait on devient extrémiste et qu'on va vers de l'autoritarisme et de la violence. Et j'en veux pour preuve le macronisme. Le macronisme a dérivé vers un extrémisme centriste certes, mais c'est un extrémisme. Et c'est pour ça qu'on a eu un raidissement de ses positions, un raidissement, je dirais, vis-à-vis des citoyens et des manifestations. Et je parlais de l'atteinte aux libertés tout à l'heure, liberté de manifestation, d'information, d'expression. Non, tout ça, ce sont des atteintes aux libertés qui ont été portées sous le régime macroniste, parce que persuadé d'avoir raison, il est incapable de se remettre en question.
Et on en a, je dirais, une illustration qui est devenue un mème où il nous dit non, je crois pas que c'est une erreur, je dirais que ça n'a pas marché. Bon, voilà le résumé de l'incapacité à se remettre en question d'Emmanuel Macron. Mais je crois que ce fléau, il touche pas qu'Emmanuel Macron. Et donc, je dirais que si on veut essayer de sortir notre pays du marasme dans lequel il est englué, l'un des leviers, c'est qu'on sorte de nos certitudes et qu'on arrive à se remettre en question, de telle sorte qu'on arrive à nouveau à discuter et donc on arrive à se rassembler et à se mettre d'accord. En fait, partons de nos points de désaccord. Ça, c'est la réalité. Discutons et voyons ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais il y a peut-être des sujets, même sur des thèmes qui peuvent être clivants. Je suis convaincu qu'on peut toujours, quand on prend le temps de discuter, on peut toujours arriver à trouver des points d'accord intermédiaires. Voilà. Et ben c'est comme ça qu'on avance, en fait. Dès lors qu'on a des points d'accord, des fameux consensus, et ben on passe ça au vote, on passe ça dans la loi. Et puis pour ce qui nous divise, et ben on continue à discuter. Il y a pas d'autre manière de faire que ça, hein, si on veut vivre en démocratie. Et je suis pas naïf, la démocratie pure et parfaite, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. C'est un idéal à atteindre. Mais du coup, en fait, la démocratie, c'est pas seulement des institutions qui la consacrent. C'est un état d'esprit que chacun doit faire vivre à son niveau. Et je crois voilà, si on se situe à l'échelle individuelle et de ce que les gens peuvent faire, je pense que c'est peut-être ça la priorité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je dirais simplement qu'il faut garder espoir. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup investi dans le mouvement des Gilets jaunes et je veux dire, c'est un mouvement qui avait fait naître un espoir immense. C'est ce qui explique l'énergie extraordinaire qui a fait vivre le mouvement pendant des mois et des mois, tous les sacrifices que les gens ont consentis. C'était vraiment extraordinaire. Et après ça, l'énergie est retombée et franchement, on avait un peu tous le moral dans les chaussettes. Et donc, je pense que tous les Gilets jaunes, moi compris, hein, on est passé par des moments assez difficiles, très déprimants. On voyait tout en noir, on se disait bon, de toute façon, on va jamais y arriver. On avait de la frustration parce qu'on aurait aimé que d'autres gens nous rejoignent, parce que le message que portaient les Gilets jaunes, c'est un message universel de dire on se bat pour tout le monde, on se bat pour nos petits-enfants, enfin oui, les enfants, les petits-enfants, les générations futures. Enfin, c'était beau le message qu'on portait, et donc quelque part, on était déçus que d'autres personnes ne nous aient pas rejoints. Bon, en fait, il faut accepter que la vie est ainsi, et quelque part, il faut être humble par rapport à l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc, ce qui compte, c'est d'être aligné dans la bonne direction pour soi-même, d'être entouré de gens qui vont dans la même direction. Et après, voilà, la phrase qui m'accompagne maintenant depuis cette période un peu difficile que j'ai traversée, c'est une phrase assez connue de Bertolt Brecht, mais qui dit ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Merci François Boulot. Merci Théodore.